Président, avant de vous céder la parole, permettez-moi de vous narrer très brièvement un souvenir récent. Il y a quelques années, comme député de Seine-Saint-Denis, je recevais dans mon bureau une jeune femme, professeure de philosophie et metteur en scène. Elle me décrivait alors le choix qu'elle avait fait de n'enseigner sa discipline qu'auprès de jeunes vivant dans des quartiers populaires pour leur donner les clés de la liberté. Elle me convainquait aussi de la pertinence de son projet artistique, parce qu'il devait permettre à ces mêmes jeunes d'accéder au théâtre et plus largement aux choses de la culture pour leur donner les clés de la créativité. Monsieur le Président, cette jeune femme, vous la connaissez très bien. En plus d'être votre fille Myriam, elle est le visage de la Tunisie que vous promouvez, une Tunisie jeune, une Tunisie libre, une Tunisie qui sait parfaitement d'où elle vient pour déterminer sereinement et souverainement où elle va. Cette Tunisie, la France est à ses côtés comme partenaire et comme ami. Je vous cède maintenant la parole, cher Monsef Marzouki, président de la République tunisienne. Monsieur le Président, et j'aimerais dire aussi mon cher compatriote, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, chers amis, si je suis en mesure de m'adresser aujourd'hui devant votre Assemblée, je le dois d'abord évidemment au soulèvement de notre peuple, de sa jeunesse, au sang des martyrs et des blessés de la Révolution, mais je sais, et tous les Tunisiens le savent comme moi, que je le dois aussi en partie à la solidarité et à la générosité de la France, amie, restée fidèle à elle-même. Obnubilée par des intérêts immédiats, une fraction de la France officielle a soutenu la dictature qui nous a opprimés, aussi bien directement qu'indirectement, mais la part majeure, la part essentielle de la France des élus locaux, celle des partis et des syndicats, des organisations de la société civile, la France des médias, la France des intellectuels et des artistes, la France des simples citoyens, la France qui m'a donné asile, ainsi qu'à de nombreux Tunisiens. Cette France que nous aimons et respectons, cette France-là ne nous a jamais fait défaut. Elle nous a soutenus autant qu'elle le pouvait et accompagnés aussi loin que possible jusqu'à la chute du tyran. À cette France, à cette France, à la France, à vous tous, le devoir de reconnaissance me commande d'exprimer ici ma gratitude et mon affection. Mesdames et Messieurs, au nom de mes compatriotes, je dois vous dire la fierté du peuple tunisien, sa fierté de construire les fondations d'un régime et d'une société démocratique chaque jour plus solide. Sa fierté, mais aussi sa confiance en un processus difficile mais inéluctable. L'Assemblée constituante est au travail, l'espace public s'organise, la parole est enfin libérée. Après avoir ouvert la voie aux révolutions arabes, la Tunisie saura, j'en suis sûr, être un modèle de réussite démocratique. Notre révolution a suscité en France, comme dans le monde entier, de la surprise, de l'admiration, mais aussi des inquiétudes, des questions, des doutes. Mon devoir est de vous apporter les réponses aux questions que beaucoup d'amis se posent, et ils se les posent avec sincérité,
l'inquiétude qu'on éprouve face à des amis qu'on voit en difficulté, et c'est en tant qu'ami que je voudrais y répondre. Alors la question qu'on me pose souvent, est-ce que la Tunisie est tombée dans l'escarcelle de l'islamisme? La réponse est non. La Tunisie est tombée dans l'escarcelle de la démocratie. Nous avons organisé le 23 octobre dernier des élections libres et transparentes. Les Tunisiens ont fait la queue pendant des heures sous le soleil brûlant pour exprimer leur vote. Nul n'a contesté le résultat. Sur les 217 sièges à l'Assemblée constituante, le peuple en a concédé 89 au parti islamiste Ennahda, qui a ainsi emporté le plus grand nombre de sièges, mais pas la majorité. Et quand bien même, de la même façon qu'il existe en Occident, en Allemagne et en Italie, des partis chrétiens démocrates, et il y a et il y aura dans le monde arabe de plus en plus des partis islamo-démocrates, dont Ennahda n'est que le prototype tunisien. On oublie que l'islamisme est un spectre qui va d'Erdogan aux talibans. En Tunisie, nous avons la chance d'avoir la partie centrale de ce spectre, et Ennahda a adhéré à la démocratie. Certains disent par tactique, d'autres, comme moi-même, disent par conviction. De toutes les façons, personne n'a la science infuse, et c'est l'avenir qui démontrera qui a eu raison dans sa méfiance ou dans sa confiance. Et de toutes les façons, l'adhésion d'une partie de l'islamisme à la démocratie, qu'elle soit affectée ou qu'elle soit sincère, ne signe-t-elle pas le triomphe de la démocratie, puisque c'est la force de la démocratie d'avoir pu apprivoiser et intégrer des forces qui lui étaient au départ hostiles. On me pose souvent la question aussi, les droits de l'homme, notamment la liberté de création, sont-ils menacés? Oui, bien sûr, ils le sont, comme partout dans le monde. La protection et la promotion des libertés privées et publiques est un combat de tous les jours, de tous les instants. C'est un combat perpétuellement perdu et perpétuellement gagné. Des dérapages, comme les dérapages salafistes, il y en a eu et il y en aura. Oui, la Tunisie, comme en France, comme dans tous les pays d'Europe, on débat aussi pour savoir où doit s'arrêter la liberté des uns pour que commence la liberté des autres. Faut-il nécessairement, pour se dire libre et vivant dans un pays libre, prendre le droit de heurter l'autre dans ses convictions et de le blesser dans ce qui lui est le plus cher? C'est un débat qui est dans toutes les sociétés, et notre Tunisie ne peut pas y échapper, et c'est un signe de maturité, c'est un signe de bonne santé que ce débat ait lieu. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Dans un pays qui a vécu les pires violations des droits de l'homme durant les dernières décennies, la rupture avec le passé est spectaculaire. L'une de mes premières décisions a été de commuer la peine de 220 condamnés à mort. La Tunisie est un pays abolitionniste de facto. Je l'espère qu'un jour il le deviendra de juré. Plus de 10 000 personnes ont été élargies. La sordide prison de Borj el-Roumi a été fermée et sera transformée en musée. Jamais les médias n'ont été aussi libres. Le gouvernement et moi-même en faisant les frais quotidiennement. Je n'arrête pas de répéter à mes collaborateurs, outrés par la férocité et l'injustice de certaines attaques, que je préfère les pires effets pervers de la liberté de la presse à son muselement, devenu fort heureusement impossible. Qu'il s'agisse des droits de l'homme de façon générale et des droits de la femme en particulier, j'ai toujours signifié à mes partenaires d'Ennahda qu'il s'agissait de lignes rouges. L'atteinte au droit d'asile qui a déclenché la dernière crise en Tunisie était justement la démonstration de ma détermination à défendre ces droits et à ne pas autoriser que ces lignes soient jamais dépassées. J'en arrive ici à la plus délicate question que me posent sans cesse mes amis. L'alliance de démocrates laïcs avec des islamistes relève-t-elle de l'opportunisme politique ou de la naïveté? La réponse est simple, ni de l'un ni de l'autre, mais d'une longue histoire commune, d'un pari sur l'avenir. Longtemps, les deux forces laïques et islamistes se sont affrontées sans merci, ne parvenant même pas à avoir un langage commun. Mais le bon sens a fini par l'emporter, et le rapprochement entre les frères ennemis, devenu possible, entre autres parties, grâce à la dictature, grâce à la répression féroce qui a mis tout le monde dans le même sac. Les expériences vécues ensemble ont donc rapproché les uns et les autres. Et ils ont amené un combat contre la dictature qui a commencé déjà longtemps avant la signature de ce pacte de gouvernement en 2003, en 2006. Une
une longue maturation a permis justement la constitution de cette troïka qui aujourd'hui gouverne la Tunisie. Donc cette troïka est tout sauf un rassemblement hétéroclite qui s'est constitué pour des raisons politiciennes. C'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose qui s'est constitué sous la dictature, dans la lutte pour les droits, pour la deuxième indépendance, pour la démocratie, pour les droits de l'homme, et quelque chose, on est resté dans les cœurs et dans les esprits. Nous avons pu effectivement mettre en place des techniques de travail en commun, et ceci nous a permis aujourd'hui d'affronter les difficultés qu'on rencontre la Tunisie ensemble.